salut la team lactée. Petit sujet du jour qui, je le sais, est très attendu. Et il faut bien dire que je n'en avais encore jamais parlé sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler vomito, digestion, régurgitation, bref, reflux gastro-œsophagien ou RGO pour les intimes. Qu'est-ce qu'un reflux gastro-œsophagien? Le reflux gastro-œsophagien est en fait la remontée acide d'une partie du contenu de notre estomac dans l'œsophage. Pour digérer, l'estomac produit des sucs gastriques, sauf que les parois de notre œsophage ne sont pas conçues pour supporter cette acidité lorsque tout se bouscule là-dedans. Le RGO va donc entraîner une inflammation de l'œsophage qui va se traduire par des sensations de brûlure ou d'irritation lorsqu'il ne s'agit que de reflux qui ont lieu de temps en temps. On va plutôt parler de reflux physiologique ou de brûlure d'estomac. Par contre, si les reflux sont beaucoup plus fréquents, voire quotidiens, on peut se retrouver, et ce quel que soit notre âge, avec des lésions à l'œsophage. Voilà pour le point physiologique et biologique du RGO. Passons aux choses sérieuses. Le RGO chez les bébés allaités. Alors il faut bien savoir que beaucoup de bébés régurgitent en raison d'un manque de tonicité de la partie de l'estomac qui fait la jonction donc entre l'estomac et l'œsophage et l'immaturité de leur système digestif. Une étude dont je vous mettrai la référence en barre d'infos, fait sur 948 bébés, a rapporté que la moitié des bébés de 3 mois régurgitaient au moins une fois par jour. 67% des bébés régurgitaient encore fréquemment à 4 mois. Entre 6 et 7 mois, le taux de régurgitation descendait de 61% à 21%. Et 23% régurgitaient au moins encore 4 fois par jour à environ 5 mois. Sans compter que cette étude disait que 7% des bébés régurgitaient encore à 7 mois. Alors autant vous dire qu'au vu de cette étude, les reflux sont vraiment monnaie courante chez les enfants et même chez les adultes. Mais là n'est pas le propos. Ce qu'il est important de souligner, c'est que le RGO est finalement, comme les coliques, un phénomène physiologique normal dû à l'immaturité physiologique des bébés. Puisque, je le rappelle, il faudrait aux femelles de l'espèce humaine une gestation de 18 mois pour mettre au monde des bébés totalement finis et matures sur tout le plan physiologique et neurologique. D'ailleurs, le phénomène des RGO tendra à disparaître avec l'acquisition de la position debout de nos bébés. Sauf que voilà, il arrive parfois qu'un bébé soit bien plus que simplement gêné par ses reflux et éprouve une véritable douleur physique intense face à ses reflux. Car lorsque le contenu de son estomac remonte périodiquement dans son œsophage et que celui-ci, l'œsophage, est en contact répété avec un liquide acide, ça finira par l'irriter. Certains RGO chez les bébés allaités se manifestent par des régurgitations. Ce n'est pas une généralité. Certains bébés vont juste pleurer pour manifester leur mal-être. Le reflux physiologique ou brûlure d'estomac va tendre à se résoudre assez spontanément avec la maturation du système digestif chez les enfants entre 9 et 12 mois. Donc, sauf pathologie avérée, il n'est pas toujours nécessaire de se jeter sur la diversification alimentaire. Surtout qu'on vient de le voir, la position debout aidera bien plus nos bébés. Mais par contre, certains bébés vont avoir un RGO qui les amèneront à souffrir d'une œsophagite sévère, soit une inflammation de l'œsophage, où le RGO pourra être associé à d'autres pathologies comme une hernie hiatale ou une encéphalopathie. Dans tous les cas, en cas de doute au niveau du RGO, bien sûr, on consulte son professionnel de santé. Parce que dans ces cas, un lourd et long traitement pourra être mis en place, voire même une intervention chirurgicale. D'où l'intérêt au moindre doute d'aller consulter notre professionnel de santé. Mais d'ailleurs, y a-t-il des indices qui peuvent nous indiquer que notre bébé souffre d'un reflux gastro-œsophagien? Eh bien oui, il y a bien quelques pistes. Les deux premières et les plus importantes sont l'observation de notre bébé et la confiance en notre instinct maternel. Mais au-delà de ça, il existe d'autres indices, comme des régurgitations ou même des vomissements en jet de notre bébé, et ce même à écart des tétés. Des pleurs fréquents et
inconsolable en dehors de tout soin de base ou de besoin de maternage proximal. D'éventuels troubles importants du sommeil. Un bébé qui pourrait être agité pendant la tétée. Notre bébé qui veut trop téter ou justement même pas du tout. Alors bien sûr, il existe plein d'autres petits signes. Et d'ailleurs, si vous avez eu un bébé qui a souffert de reflux gastro-œsophagien, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les indices qui vous ont mis sur la voie du RGO de votre bébé. Il faut savoir que selon les études, différents éléments peuvent aggraver un RGO, qui à la base était juste un reflux physiologique, comme une allergie aux protéines de lait de vache, en l'occurrence celle que consommera la maman, ou encore même le tabagisme passif peuvent augmenter le RGO. Avoir un bébé qui souffre d'un RGO, c'est parfois une vraie souffrance pour nous les parents. On peut se sentir impuissant, voire même tout à coup incompétent à s'occuper de ce petit être qui souffre. Certaines mamans iront même jusqu'à ressentir un sentiment de culpabilité, pensant que leur bébé souffre à cause de leur lait maternel. Alors que bien sûr, il n'en est rien. On le verra un peu après. Mais alors, peut-on faire quelque chose pour aider nos bébés? Oui, encore heureux qu'on peut faire quelque chose. Entre autres, parmi les pistes évoquées pour aider nos bébés, on pourra citer le fait de faire téter bébé en position semi-inclinée, le fait de garder bébé en position verticale après la tétée pour ce même effet de gravité, ou bien le porter en porte-bébé physiologique. Dans le cas de porter nos bébés à bras ou en porte-bébé physiologique, il faudra faire attention à éviter de comprimer le ventre de notre bébé. D'autres pistes comme éviter de trop serrer la couche, éviter les maxicosies qui tassent les bébés et du coup tassent tout le système digestif, l'empêchant de bien digérer. Pensez à faire rôter notre bébé, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Vérifiez la bonne prise en bouche pour que bébé avale le moins d'air possible. Évitez tout autre apport de liquide qui n'est pas nécessaire à notre bébé, comme les jus de fruits par exemple, ou encore donner un seul sein à la fois. Bref, autant de pistes à explorer. Et une nouvelle fois, si vous avez d'autres pistes qui ont pu aider à gérer le RGO de votre bébé, eh bien n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire parce que je suis sûre que ça pourra aider plein de mamans et que ce sera complémentaire. En cas de RGO vraiment hyper sévère, la position de sommeil de notre bébé pourra même être aménagée. On prendra alors soin de le placer en position ventrale et déclivée à 30 degrés. Ne regardez pas mon bras, il fait pas forcément le bon angle. Jusqu'à facilement 5-6 mois. Mais cet aménagement demande à ce que bébé soit maintenu avec un harnais pour ne pas glisser dans le lit. Par la suite, et comme le harnais peut être mal vécu par nos bébés, incliner la tête de lit sera suffisant si la situation de RGO persiste. Alors en parlant de RGO, il faut quand même que l'on évoque quelques petits mythes qu'on entend par-ci par-là. L'augmentation de la fréquence des repas et ou la diminution des volumes de lait pris par nos bébés n'ont scientifiquement pas fait leurs preuves pour une efficacité quant à la gestion d'un RGO. Toutefois, on peut quand même y voir un certain bon sens, car dans la logique de la digestion, un estomac moins rempli va moins déborder qu'un estomac bien plein. Mais dans l'idée, on va pouvoir privilégier des petites tétées plus fréquentes, car le lait coulera moins vite et notre bibou avalera moins d'air. Exit donc le espacer les tétées toutes les 3 heures. D'autant plus que certains bébés vont vouloir téter plus souvent, car le fait d'avaler du lait diminue l'acidité œsophagienne et que la succion a un effet apaisant. En parlant de ça, sachez qu'à l'inverse, d'autres bébés pourront bouder le sein, car ils auront associé la tétée aux réactions douloureuses qui s'ensuivent. Dans ce cas, des astuces comme marcher pendant la tétée ou encore le ventre à ventre pourront le rassurer. Et bien sûr, dans ce cas, une consultation avec une consultante IBCLC, une conseillère en lactation ou encore une accompagnante en allaitement pourra être opportun. Autre mythe à évoquer, celui du lait épaissi. Les études tendent à démontrer que cela n'a guère d'influence de donner un peu de lait épaissi avant la tétée. Alors non, on ne peut pas épaissir son propre lait à travers ses seins, hein. Il faut donner du lait artificiel pour ça, ou tirer notre lait et y mettre un épaississant. Au contraire, en cas de régurgitation, cela serait même plus violent pour l'œsophage de nos bébés. Voire même ces techniques engendreraient plus de constipation, ce qui joue de façon négative sur le RGO. Un autre petit mythe qu'on peut évoquer aussi ici au passage, celui de donner des traitements qui accéléreraient la digestion, eux non plus n'ont pas prouvé leur efficacité de façon scientifique sur leur influence sur un RGO. Ou alors, à de très fortes doses qui ne sont pas les doses forcément recommandées pour un bébé. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il y a clairement des fois où ça suffit pas. Et là,
on passe sur du lourd, avec des traitements parfois médicamenteux. Et du coup, on n'échappe pas à la case professionnel de santé. Du traitement plutôt léger type Gaviscon ou gel de polyxylane, à des traitements parfois plus lourds comme l'Inexium, et même parfois encore plus lourds. Dans tous les cas, la nécessité de ces traitements, même légers, devra être soigneusement étudiée. Dans tous les cas, l'allaitement peut et doit être poursuivi si notre bébé souffre d'un RGO, car l'ensemble des études mettent toutes en évidence que les enfants qui sont allaités restent tout de même moins sujets au RGO, l'allaitement rendant les symptômes moins sévères, du fait du temps de digestion très rapide du lait maternel. Pour mes mots, bébé met 20 minutes à digérer du lait maternel, alors que le lait industriel, lui, met bien plus de temps. Et d'un point de vue totalement logique, moins le lait passe de temps dans l'estomac, moins il y a de risque de reflux, CQFD quelque part. Sans compter sur le pH gastrique, qui est bien plus bas après avoir bu du lait maternel que du lait artificiel, ce qui participe à la bonne digestion de bébé. Dernier point et non des moindres, le lait humain, fait pour les bébés humains, posera moins de soucis s'il est avalé de travers et que donc il se retrouve dans les bronches et les poumons. Et vous, la team lactée, avez-vous des expériences en termes de reflux gastro-œsophagien de vos bébés? Venez témoigner en commentaire. Et si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, eh bien n'hésitez pas à la partager ou simplement à lâcher un petit pouce bleu ou même à mettre un commentaire. Un petit cœur suffit à vous montrer que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Des sucres grasses ou le R0 ou le R0 pourquoi Géro là, qui peuvent nous indiquer que notre bébé souffle d'un les études tendent c'est pas fait pour les dyslexiques cette phrase. Les études tendent à démontrer. Oh la vache, je me fais des pièges. On y va.